qui co-organise cette journée avec la CPU, mais c'est aussi et surtout, je dirais, un chercheur qui a du recul sur ces questions, ne serait-ce que par l'investissement qu'il a mis dans la création de cette fondation du Camp des Mines, mais aussi la mise sur pied de chaires, une disco sur des sujets qui ne sont pas indépendants des problèmes qui nous occupent. Donc je vous laisse la parole. Merci. Alors effectivement, je vais plus parler avec cette casquette de chercheur, mais vous allez vite comprendre que les choses sont évidemment liées et dans la ligne même de la conclusion de Michel, heureusement liées, je dirais, entre un travail de recherche et un travail de valorisation, d'action avec les acteurs, d'action sur le terrain. Et le site mémorial du Camp des Mines en est un exemple qu'on peut bien sûr critiquer, etc., mais enfin, est un exemple de tentative de lier, je disais tout à l'heure, tous les chaînons de la chaîne du savoir. Alors, pour préciser par quel bout, je dirais par quel cheminement, je suis amené à évoquer les différents points de fond que je vais évoquer dans un instant, parce que il vient d'y être fait allusion. Il n'est pas évident, loin de là, qu'une fondation mémorielle, la fondation du Camp des Mines, même si elle s'appelle Mémoire et Éducation, il n'est pas évident quelle est sa place sur ces terrains de radicalisation et d'extrémisme. Donc, et d'ailleurs, vous allez voir, enfin, je pense que les apports que nous pouvons faire ont à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être des apports qui ne sont pas directement sur le thème, mais qui, nous semble-t-il, en tout cas c'est ce que la CPU a semblé juger, qui peuvent nourrir autrement l'analyse de la question des radicalisations. Alors d'abord les supports à partir desquels je parle. Premièrement, la création, il y a quelques années, d'un institut fédératif européen pluridisciplinaire à l'université d'Aix-Marseille sur la question beaucoup plus générale des changements, des transformations sociales, crise, changement plus durable, etc., et de leur impact sur les régulations individuelles, collectives, institutionnelles, donc juridiques, politiques, religieuses, etc., etc. Bon, la problématique de base, évidemment pas le temps de présenter tout cela, mais la problématique de base était de dire, pour faire très court, dans un monde de plus en plus changeant et de plus en plus complexe, les régularités qui sont les fondements des régulations, les régularités deviennent de plus en plus difficiles soit à reconnaître, soit à implanter, et du coup, cela pose des problèmes de règles, des problèmes fondamentaux à la notion même de règles à reconnaître ou à imposer, et des problèmes évidemment de repères, du coup, dans la société, aussi bien pour les individus que pour les groupes. Bon. Institut pluridisciplinaire, donc 7 disciplines associées à cet institut. Deuxième outil, support, je dirais, de la réflexion, je l'ai déjà évoqué, la Fondation du Camp des Mines, qui, pour être très clair, depuis son origine, depuis que que nous appelons les grands anciens résistants et déportés, j'étais le plus jeune de l'équipe, pas résistant et déporté, mais le plus jeune de l'équipe à l'époque, vous pouvez constater que ce n'est pas vraiment évident aujourd'hui. Bon, depuis l'origine, en 1982 du projet, l'intention était de passer de la mémoire révérence au passé à la mémoire référence pour le présent. Comment faire concrètement, parce que c'est un joli mot, mais comment faire concrètement pour que les leçons de l'expérience du pire soient des leçons utiles, accessibles, pédagogiquement transmises pour éclairer le présent. J'y reviendrai dans un instant. Mais cela s'éclaire déjà par le fait que, troisième outil, une chaire de l'UNESCO a été reconnue sur le thème de éducation à la citoyenneté
sciences de l'homme et convergence des mémoires. Convergence des mémoires. Convergence sur quoi, là aussi, j'espère pouvoir y revenir. Convergence des mémoires et des mémoires intergénocidaires en particulier. Convergence sur les mécanismes humains, individuels, collectifs et institutionnels qui ont pu mener au pire en Arménie, avec la Shoah, au Rwanda, et qui peuvent encore mener au pire, ne serait-ce que parce que si on arrive effectivement à repérer des mécanismes communs, eh bien on peut faire l'hypothèse raisonnable que ce sont des mécanismes fondamentaux, permanents, et à ce titre actuels. Bon, tout ça est bien court, j'en ai conscience, certains points seront approfondis, et puis, j'allais dire dans le débat. Non, il n'y aura pas de débat, écoutez, dans les couloirs. Bon, donc, voilà, si vous voulez, les trois outils. J'ajouterai, pour être précis, un peu plus détaillé, je dirais, sur le dernier point, sur la chaire de l'UNESCO, qu'elle a notamment dans ses dispositifs la création d'un dispositif de mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est une chaire, donc ça va de la production de la connaissance, la diffusion dans des enseignements, des séminaires, etc., mais aussi, justement, la prise en compte du terrain, et c'est cela que je veux aborder d'un mot, en disant que c'est avec cette chaire a été mis en place, avec la DILCRA, donc la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la première convention passée par l'État avec un organisme extérieur, donc la Fondation du Camp d'Émile, qui est, j'allais dire hélas, une fondation privée. Pourquoi hélas? Parce que si il a fallu qu'une fondation privée prenne en main les choses, c'est parce que la puissance publique, pendant 30 ans, n'a pas souhaité prendre en main la mémoire du seul camp français d'internement et de déportation encore intact. Ça, c'est encore un autre débat, mais qui est tout de même révélateur. Et donc, première convention passée par l'État qui, du coup, maintenant est assez proche de nous, sur ce dispositif de mobilisation. Et ce dispositif, en quelques mots, c'est la possibilité de délivrer un brevet citoyen ou une habilitation citoyenne à des référents dans des entreprises privées, dans le secteur public, dans une gendarmerie, dans une caserne de pompiers, je donne des exemples qui sont concrets, qui sont réels, dans une fédération d'animateurs sociaux, etc. Donc, des formations et de sensibilisation qui permettent de délivrer brevets, habilitation, mais aussi label à des actions menées par des associations, je répète, des structures publiques, écoles de police, etc., etc. Bon, voilà. Donc, je termine simplement par là l'évocation des trois supports pour montrer que le souci de l'efficacité, ou en tout cas de la sensibilisation du terrain, tout simplement, est un souci qui nous a animés depuis le début dans les trois supports que j'évoquais. Je précise, et c'est important ici de le dire, que la chaire de l'UNESCO est, de façon un peu originale, portée à la fois par Aix-Marseille Université. Je ne sais pas si le président Berland est là. Il m'avait dit qu'il passerait, bon, peut-être tout à l'heure, donc par Aix-Marseille Université, et à travers notamment l'Institut que j'évoquais, l'IFEP, mais aussi donc porté avec officiellement la Fondation du Camp d'Émile. Et là encore, c'est une première que cette association, par l'UNESCO, dans le cadre d'une chaire de l'UNESCO, d'une structure extérieure aux structures universitaires, et tout cela, évidemment, comme toute chaire UNESCO, étant le pivot d'un réseau qui couvre des institutions universitaires sur 14 pays, et d'autres sont encore à venir, y compris bien sûr des pays arabes, des pays africains, pays asiatiques, etc. Bon, voilà, donc ça, ce sont les supports. Alors, maintenant, de peur que ma capacité à trop parler ne m'empêche d'arriver aux conclusions, je vais tout de suite venir aux conclusions et ensuite peut-être détailler, si j'en ai le temps, comment on y est arrivé. Bon, ces conclusions sont plus, je l'évoquais tout à l'heure, au niveau du décentrage, ou en tout cas d'une approche, comment dirais-je, fondée sur d'autres hypothèses, une approche des radicalisations fondée sur d'autres hypothèses que celles qui sont souvent avancées, même si nous nous rejoignons beaucoup avec Michel sur cette approche-là. Enfin, je le crois, il le confirmera peut-être ou l'infirmera. Bon, d'abord, l'affirmation forte qu'il y a
je l'évoquais en introduction tout à l'heure, des radicalisations, des processus de radicalisation, et pas seulement aujourd'hui islamistes. Le processus de radicalisation d'extrême droite nationaliste, et comme les processus, parce qu'il y a des processus de radicalisation à connotation islamiste, Michel l'a expliqué, mais il y a aussi des processus de radicalisation nationaliste et identitaire, y compris extrême droite, Front National, etc. Et ces processus-là ont des éléments communs extrêmement forts. Et il me paraîtrait, comment dirais-je, vous sentez à quel point c'est important pour moi, il me paraîtrait très dommage, pour ne pas dire passer à côté de la plaque, j'oserais le mot, que de se focaliser aujourd'hui sur les radicalisations de type religieux, qui certes tuent, c'est pas rien, hein, vous doutez bien que bon, on ne peut pas dire le contraire, mais alors que ce qui menace les sociétés européennes aujourd'hui au niveau de la prise du pouvoir, c'est pas le risque d'avoir El-Baghdadi comme président de la République, mais c'est le risque d'avoir des pouvoirs d'extrême droite, qui d'ailleurs sont déjà plus ou moins au pouvoir dans certains pays. Bon, et ne pas voir que ces processus de radicalisation, d'extrémisation ont des éléments en commun extrêmement forts dans leur racine psychosociale, sociétale, dans leur processus et dans leurs résultats, ne pas voir qu'ils s'alimentent les uns les autres. Je disais tout à l'heure, les radicalismes à connotation religieuse et ceux qui sont à connotation nationaliste, c'est se priver, je crois, d'une manière de penser non seulement juste, évidemment, mais on défend tous des points de vue que l'on croit justes, évidemment, mais aussi très utile et même très nécessaire au présent, compte tenu des échéances électorales qui s'annoncent à nous en France et partout d'ailleurs en Europe. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je l'évoquais autrement, c'est vraiment la nécessité de mettre en relation les processus de radicalisation individuels, collectifs et institutionnels. Quand je dis collectif, c'est au-delà du groupe. C'est collectif au sens de sociétal. C'est-à-dire qu'il y a les processus individuels, très divers, et Michel contribue largement à en faire percevoir la diversité, mais il y a des processus sociétaux de radicalisation de sociétés entières. Alors quand on dit entière, la société allemande dans les années 30, est-ce que c'était l'Allemagne entière qui s'était radicalisée? Non, évidemment, on sait bien que ça tourne toujours autour d'un tiers. Hein, et pas seulement les 33,1% qui ont amené Hitler au pouvoir. Bon, un tiers d'une société qui se radicalise, et puis chez les autres aussi, il y a un glissement. Hein, on voit bien que les forces non radicales se radicalisent progressivement. Eh bien, c'est une société qui se radicalise. Et il y a, dans les sociétés arabes, il y a eu des radicalisations. Dans nos sociétés européennes, il y a des radicalisations. Et on ne peut pas ignorer le lien, d'ailleurs Michel ne l'a pas fait, entre ces processus sociétaux, des processus individuels qui se rattachent, qui sont nourris et qui nourrissent ces processus sociétaux, et les processus individuels, à quoi s'ajoutent des processus institutionnels. Lorsque des États sont amenés à prendre des lois, des textes, lorsque la République, en 1938, sort un décret sur les indésirables, compte tenu du contexte qui montait en Europe déjà. Bon, lorsqu'en 1939, elle ouvre des camps parce que pour les étrangers considérés comme menaçants, et qu'aujourd'hui on entend à nouveau, pour des raisons pratiques, c'est tellement plus facile de mettre un gendarme pour garder 10 radicalisés pour faire court, plutôt que d'avoir 10 gendarmes pour poursuivre un radicalisé. Bon, donc cette logique pratico-politico, tout ce que vous voulez, bon, on voit bien qu'elle était à l'œuvre, on voit bien que ça illustre la part de l'institutionnel, à la fois comme conséquence, mais aussi comme aliment de processus individuels et sociétaux, à travers, encore une fois, des textes qui sont votés, et puis de façon beaucoup plus massive,
centrale à partir du moment où un pouvoir bascule, où la radicalisation d'une minorité active fait en sorte que, comme en Allemagne dans les années 30, que cette minorité arrive au pouvoir par des jeux d'alliance, etc., par des passivités de majorité, etc. etc. Bon. Donc, l'important, me semble-t-il, en termes d'approche, de pistes de travail, c'est, me semble-t-il, d'avoir en tête cette articulation entre des phénomènes apparemment dissociés de radicalisation ou d'extrémisation. Alors, chaque fois, je dis radicalisation ou extrémisation parce que, pour ceux qui étaient là au début, j'avais dit ma réticence sur le thème le terme de radicalisation. Alors, comme toutes les catégories de la pratique, elle ne satisfait jamais tous les chercheurs, c'est clair, mais elle me semble vraiment, bon, il se trouve qu'on est dans une période où ce terme est très en avant. Est-il encore temps d'y substituer chaque fois que c'est possible le terme d'extrémisme au pluriel? On peut se battre longtemps là-dessus. Je préfère le terme d'extrémisme parce qu'il renvoie à ce durcissement des positions quelles qu'elles soient, nationalistes, religieuses, etc., etc., alors que le terme de radicalisation, qui certes renvoie aussi à la notion de durcissement, renvoie aussi à la notion de racine, qui peut être perçue, qui même est souvent perçue, comme positif quelque part, hein, la pureté des origines, etc., etc., ce qui n'est pas le cas nécessairement de la notion d'extrémisme. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus parce que, évidemment, les mots sont essentiels. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement hostile à l'utilisation du mot de populisme, qui est une manière soit d'insulter le peuple, soit de donner un brevet quasi démocratique à ceux que l'on qualifie de populistes, alors que là aussi, il s'agit d'extrémistes, et en l'occurrence, d'extrémistes de droite. Bon, je vous disais que j'allais essayer maintenant de vous donner quelques éléments sur la méthodologie qui a été utilisée dans ces différents supports pour avancer. Alors d'abord, un élément de méthodologie clair qui rejoint la conclusion de Michel. Nous avons assumé comme chercheurs, et la Fondation, mais c'est plus facile pour la Fondation du Camp des Milles, mais comme chercheurs, nous avons clairement assumé notre mission citoyenne. Bon, c'est-à-dire que, sans être au service d'eux, exactement ce qu'a dit Michel, il était clair que les principes de la République sont les nôtres, et que, de même que dans l'école de la République, en principe, on ne bourre pas le crâne, on ne dit pas qu'on bourre le crâne lorsque on essaie d'avancer les valeurs de la République. Et bien, de la même manière, nous assumons clairement que les chercheurs doivent, au nom de certaines valeurs de la République, qu'ils peuvent par ailleurs critiquer, ça c'est pas du tout le point, mais que certains peuvent dire, moi, c'est en référence à ces valeurs que je travaille, c'est avec le souci de ces valeurs que je travaille, c'est en alertant sur les menaces sur ces valeurs, en analysant surtout ces menaces que nous travaillons, et donc en prenant en compte clairement les enjeux sociétaux, actuellement, terrorisme, extrémisme, etc. Bien. Deuxièmement, vous le comprendrez mieux ce que je vais dire, je crois, en vous souvenant ce que j'évoquais de l'IFEP, de cette question des déstabilisations de long terme, l'accélération des changements et de la complexité. C'était l'idée de fournir des repères dans un monde où on voit, pour des raisons que justement l'Institut a analysées, où on voit une déstabilisation de long terme de repères politiques, familiaux, sociaux, religieux, etc., etc. Comment faire pour fournir des repères à ceux qui ont besoin de repères immédiats et qui, du coup, parfois trouvent comme repère la bande, le quartier, je prends des exemples, comment faire pour leur donner des repères immédiats. Et ce que je peux vous dire avec une profonde satisfaction, c'est que quand ils viennent au mémorial du Camp des Milles, ils trouvent ce genre de repères. Nous sommes surpris de voir à quel point ça compte pour eux ce qu'eux ressentent comme l'évidence d'un fait, parce qu'ils voient un bâtiment intact et parce qu'ils voient un wagon.
qui de vous à moi pourrait être faux lui aussi, si vraiment on complotiste à... Non, mais à la plupart de ces jeunes en difficulté, ils sont sincères. Donc, bien sûr qu'au début, ils peuvent avoir toutes sortes de préventions, mais je vous assure que le simple contact avec ces repères, que moi je qualifie de proximité, comme leur bande, etc., les bouscule. Bon. Et puis aussi, ça c'est pour ceux qui ont besoin de repères immédiats, si je puis dire. Et puis il y a ceux qui, face à ces déstabilisations dont je parlais, ont besoin évidemment de nourrir leur capacité à produire leurs propres repères, leur autonomie. Et du coup, c'est là qu'il faut fournir des clés de compréhension. Donc on est plus là sur le terrain intellectuel, qui rejoint ce qui a été dit par la ministre, par Michel et par nous tous depuis tout à l'heure, le rôle de la recherche, de faire en sorte de mettre à disposition de ceux qui veulent, aujourd'hui il y en a plus qu'auparavant, heureusement, nourrir leur capacité de penser ces phénomènes par un certain nombre de clés de compréhension que, encore une fois, dont nous assumons le rôle et l'importance dans la démarche qui est la nôtre. Bon. Autre point méthodologique, j'allais dire qu'il va de soi. Ben non, vous allez voir quand je leur ai dit que ça fait partie du discours qui va de soi, mais pas de la réalité. La nécessité d'un travail pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Bon. Alors, je vais peut-être faire hurler un certain nombre d'entre vous parce que c'est très lapidaire, mais chaque fois que l'on travaille sur des enjeux sociétaux et avec des acteurs, les questions qui se posent sont de nature pluridisciplinaire, et je dirais même de nature avant tout interdisciplinaire. Les acteurs ne découpent pas en discipline ou en approche disciplinaire les questions qui vous posent. Et vous décodez en disant, par exemple sur la radicalisation, et Michel l'a bien fait, il y a des dimensions politiques, il y a des dimensions religieuses, donc des sciences du religieux, des sciences politiques, il y a des dimensions psychologiques, il y a des dimensions sociologiques, etc. etc. Bon. Alors on peut évidemment, et on doit, chacun avec nos disciplines, y travailler de façon un peu autonome, mais on doit aussi construire cette pluridisciplinarité. C'est ce que nous avons fait dans les trois aspects que j'évoquais tout à l'heure, les trois supports que j'évoquais tout à l'heure, construire cette pluridisciplinarité, et mieux encore, construire une interdisciplinarité qui permet à l'arrivée de tenir un discours commun, par exemple celui de la convergence des mémoires, appuyé sur des constats historiques, psychosociaux, etc. etc. Bon. Autre élément de méthodologie, l'affirmation, alors c'est plus propre, plus spécifique à nos sujets, mais j'ai tendance à penser que c'est aussi un élément d'approche des questions de radicalisation, notamment religieuse, c'est la question de la Shoah. La question du rôle de la Shoah et de l'image de la Shoah, et pourquoi du rôle on est sur le plan méthodologique. La Shoah, à nos yeux, est un paradigme à partir duquel peuvent se décoder une gamme considérable de comportements humains individuels, collectifs et institutionnels, et que l'on peut, comme pour tout paradigme, mettre en application et valider par d'autres observations, notamment sur d'autres génocides. La construction de la convergence des mémoires que j'évoquais tout à l'heure, elle part de cette hypothèse-là. La Shoah nous dit des choses. Est-ce que d'autres expériences génocidaires, ou plus largement d'ailleurs, mais on n'a pas, pour des raisons aussi de rigueur, on n'a pas voulu étendre trop, est-ce que d'autres expériences génocidaires les confirment sur les mécanismes dont je parlais? Bon. Donc c'est vraiment une approche intergénocidaire à partir du paradigme. Alors on peut discuter sur le mot paradigme, on va dire à partir des leçons de la Shoah, parce que même si on laisse de côté le mot de paradigme, notre approche, en tout cas à nos yeux, fait sens, sachant qu'évidemment elle est largement ancrée sur un lieu de mémoire qui est un lieu lié à la Shoah. Bon. Dernier élément méthodologique, la nécessité d'une approche en termes de processus et de dynamique, alors que, comme pour la pluridisciplinarité, le discours est fréquemment celui des processus, etc., etc. Mais lorsqu'on regarde de près comment, sur le plan épistémologique, la question des processus est abordée. Alors, il y a des chercheurs, il y a des écoles qui sont tout à fait solides sur le sujet, mais globalement,
j'ose dire que nous continuons à être dans les SHS largement sur des approches que moi je qualifierais de statiques. C'est-à-dire on photographie une situation et on essaie de la décortiquer. Bon, alors que plus que jamais, on a besoin d'une approche en termes évidemment de film plutôt que de photos, de dynamique, et c'est l'approche évidemment que nous avons choisi, enfin je dis évidemment par rapport à ce que je vous ai dit auparavant, que nous avons choisi dans les démarches que j'évoquais, dans les supports institutionnels que j'évoquais. Bon. Alors, au niveau des... Puisque je crois... J'ai encore 5 minutes? Oui? Non? Peut-être pas. Maximum. Et pourtant, avec les 5 minutes, je serais dans ma demi-heure. Hein. Bon, mais on avait pris un peu de retard, je sais bien. Mais d'accord, je vais essayer d'y tenir. De toute façon, comme vous l'avez compris, je vais un peu anticiper en commençant par les conclusions. Bon, c'est plus sûr, même si ce n'est pas très logique. Oui, deux éléments de résultats complémentaires à ceux que j'évoquais en conclusion initiale. Le premier élément, c'est que nous nous apercevons que les processus qui mènent au pire sont des processus de combinaison de ces mécanismes que j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment la combinaison de mécanismes individuels. Alors je vais être plus précis. L'effet de groupe, la soumission aveugle à l'autorité, la passivité et ou le conformisme, bien sûr les stéréotypes et les préjugés, ça c'est pour l'individuel. Ce sont ces mécanismes qui se combinent parce qu'ils provoquent, ils nourrissent, ils sont nourris par des mécanismes plus sociétaux que nous avons, nous, déclinés en 3 étapes à partir d'un terreau. Pour faire court, je dirais que nous considérons que dans toute société, il y a un terreau qui est constitué d'intérêts légitimes et divergents, ou pas légitimes, en tout cas d'intérêts divergents, tout à fait normaux, je dirais, d'intérêts au sens très large, intérêts idéologiques, intérêts pratiques, etc. Bon. Et que la démocratie est là habituellement pour réguler pacifiquement cette confrontation d'intérêts divergents. J'enfonce des portes ouvertes, mais je crois qu'on est dans une période où il faut réouvrir certaines portes dont on a oublié qu'elles existaient. Bon. Lorsque la démocratie n'est plus assez forte ou que les tensions entre les intérêts sont trop fortes parce que les intérêts sont très divergents, parce que les enjeux sont aigus, etc., alors là, s'amorce une spirale, ce que nous appelons un résistible engrenage, parce qu'il est toujours résistible à nos yeux, de moins en moins au fil du temps, mais il est toujours résistible, un résistible engrenage qui peut aller vers le pire. Et le moteur de cet engrenage, c'est le rejet de l'autre, qui prend en général des formes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, qui est véritablement, chaque fois, alors on peut aussi appeler ça de moteur identitaire, hein, bon, mais en négatif, c'est le rejet de l'autre, nourri par la peur de l'autre, mais il n'y a pas que la peur, il y a la jalousie de l'autre, il y a l'agressivité envers l'autre, etc., etc., bon, qui nourrit cette dynamique. En conclusion, aujourd'hui, je dirais que sur la base de ces analyses, les risques majeurs que nous voyons, c'est d'une part l'alimentation réciproque, je l'ai déjà évoqué, par les extrémismes, une alimentation réciproque qui peut faire que chacun des extrémismes aille très loin, encore plus loin, je dirais, et le risque d'une situation qui s'emballe de cette manière, c'est-à-dire qu'on est là pour le moment dans des situations qui évoluent, qui s'aggravent, mais des situations peuvent s'emballer. Je ne vais pas revenir ici sur les analyses qui nous font dire qu'en une semaine, aussi bien des individus que des sociétés peuvent basculer. Exemple historique à l'appui et analyse psychosociale à l'appui. Et puis, autre risque, évidemment, dans la foulée du précédent ou dans la suite du précédent, c'est le risque de voir un pouvoir antidémocratique arriver par les urnes, ce qui nous paraît tout à fait essentiel. Pour cela,
Enfin, face à cela, nous essayons, en illustration de ce qui a été dit tout à l'heure, de mener toute une série d'actions. La première a été un ouvrage, je vous le signale, parce qu'il détaille bien sûr ce que nous venons de dire, qui s'appelle « Pour résister à l'engrenage des extrémismes, des racismes et de l'antisémitisme », est publié au Cherche Midi il y a quelques mois. Et puis surtout, nous rassemblons des publics très différents. Déclaration nationale interreligieuse au camp des Milles, déclaration nationale des associations antiracistes, déclaration nationale des syndicats, action avec la politique de la ville dans l'ensemble des quartiers difficiles de Marseille, Volin, Vitrolles, etc. Bref, et avec les forces de l'ordre, je l'évoquais. Donc il y a toutes sortes de moyens sur le terrain, en complément des approches très générales que j'ai évoquées, qui permettent, dans le cadre de la chaire UNESCO ou pas, au fond, de s'éclairer réciproquement, d'éclairer le chercheur par le terrain et de faire en sorte que le chercheur puisse apporter ses petites lumières aux acteurs qui sont confrontés au terrain. J'ai dépassé mes 5 minutes, pardonnez-moi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les intervenants qui soient frustrés de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de leur discours. Donc le public est frustré aussi de ne pas pouvoir